mis ma jolie robe aujourd'hui pour faire cette vidéo. J'ai un peu chaud donc j'ai ouvert la fenêtre, j'espère que ça va pas faire de bruit. Beauté, bienvenue sur ma chaîne. J'avais fait cette robe quand une de mes très bonnes amies s'est mariée il y a quelques années. Donc je me suis dit, ça tombe bien pour l'occasion, je vais remettre cette robe. J'ai mis cette jolie robe pour parler de l'histoire du wax. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que comme chaque année, je me suis rendue à la journée européenne des musées. C'est une journée et plutôt une soirée, vu que c'est une nocturne, où la plupart des musées en France sont gratuits. Que ce soit des châteaux, des musées, des expositions, etc., etc. Donc je pense que c'est pour faire la promotion de la culture dans son entièreté. Et peut-être aussi que certaines personnes qui n'ont pas accès habituellement peut-être à ce genre d'événements ou de culture peuvent y aller étant donné que c'est gratuit. Elle a lieu en général vers la fin du mois de mai chaque année, la nuit européenne des musées. Renseignez-vous si ça vous intéresse pour l'édition 2026. Donc cette année, je me suis dit que j'allais aller au musée de l'Homme. C'est un musée que j'ai déjà fait, mais je me suis dit que j'allais y aller parce qu'il y a une exposition sur le wax que je veux voir depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc je me suis dit pour le coup, c'est l'occasion. Et ce que j'ai appris là-bas, je vais pas dire que ça m'a étonnée, mais ça a pris du sens, ça a pris plus de sens. Donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc le wax, c'est quoi? Le wax, c'est un tissu qui est emblématique de la mode africaine. Et en réalité, ce tissu n'est pas réellement né sur le continent africain. Et on va voir que c'est un mélange entre le voyage, le commerce, la colonisation et l'appropriation culturelle, on peut dire. Donc en réalité, l'histoire du wax commence en Indonésie, en Asie. Donc ça commence au 19e siècle. Et à l'époque, l'Indonésie est sous... Je pense que ça fait du... Je vais fermer la fenêtre. En réalité, le wax, donc wax en anglais c'est de la cire, le wax naît au 19e siècle dans les Indes néerlandaises. Aujourd'hui, on appelle les Indes néerlandaises l'Indonésie, qui est sous occupation donc de la Hollande. Ils utilisent une technique d'impression textile avec de la cire. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment ancestral, c'est une façon de faire qu'ils ont pour faire leurs vêtements. Et ce tissu-là, ils l'appellent le batik. Donc c'est aussi très coloré, semblable au wax. Donc le wax vraiment s'inspire foncièrement du batik. Car quand ils sont arrivés, les Néerlandais ont observé ce tissu qu'ils ont apprécié. Et ils se sont dit, nous aussi, il faut notre part du gâteau de cette histoire-là. Donc on va faire nos propres tissus. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire ces tissus de façon industrielle, ce qui n'a pas plu aux Indonésiens vu que eux c'est un travail ancestral. Je ne vais pas dire qu'ils le font à la main, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils font avec soin, avec parcimonie et pas de façon industrielle en tout cas. Donc les Néerlandais ont voulu produire ce batik, donc ce tissu là, et ça n'a pas fonctionné. Vraiment les Indonésiens n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas aimé et surtout ils étaient très attachés à leur savoir-faire donc traditionnel. La version du tissu batik indonésien est appelé par les Hollandais le wax print. Malgré le refus des Indonésiens d'acheter le tissu des Hollandais, ils lâchent pas l'affaire. Ils sont pas d'accord, ils veulent vraiment avoir leur part du gâteau et ils se disent que non, on va pas lâcher. Là, on est aux environs des années 1850. Donc les Hollandais sont très admiratifs du batik et à côté de ça, les Indonésiens sont très attachés à leur tradition et à leur façon de faire et à leur artisanat et à leur authenticité artisanale. Et donc ils se disent non, on va pas lâcher comme ça. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain, il y a des tirailleurs africains qui, pendant cette colonisation, ont pour mission de garder la population calme parce que c'est un contexte très hostile, la colonisation. Donc ces tirailleurs africains ont été embauchés de gré ou de force dans le but de maintenir la paix sur le terrain pour asseoir vraiment le pouvoir des Néerlandais sur les Indonésiens. Les Indonésiens appellent les tirailleurs africains sur place les Belanda Hitam. Belanda soldats, Hitam noirs. Vous m'excuserez pour la prononciation. Eux aussi ils sont là et eux aussi ils aiment bien le batik. Ils se disent que non, c'est pas mal. Et quand ils ont des permissions ou lorsqu'ils peuvent rentrer chez eux, ils amènent dans leur valise le wax print, donc le batik, et ils rentrent.
Donc au retour de ces soldats, sur le continent africain, ça va créer une demande locale. Et cette demande locale sera telle que les Hollandais vont se concentrer sur le marché africain pour créer ces tissus qu'ils appelleront désormais wax. Donc on enlève prints, ce sera uniquement le wax. Et ça commence notamment par le Ghana. Et ce qui se passe au Ghana, c'est que ça marche. Les gens aiment bien, les gens adhèrent, les gens achètent et ça part très vite. Et là, il va se créer tout un écosystème autour de la vente de ce wax. En français, on dit pagne. Ça marche en Afrique parce que ça rappelle aux Africains leurs propres tissus déjà locaux. Il y a le raffia au Congo, au Cameroun. Il y a le bogolan au Mali, le kente au Ghana ou encore le korogo en Côte d'Ivoire. Donc, les Africains ont déjà leur propre tissu, mais le wax leur plaît bien. Ce qui était à la base un produit colonial va devenir vraiment un staple dans la corne de l'Ouest africain. Là, on est au début des années 1900, on est au début du XXe siècle et la demande locale est tellement folle pour le wax que les marchés européens vont personnaliser les wax. Donc, selon les rites, selon les coutumes des Africains. Ça va passer par les couleurs, ça va passer par les messages symboliques qui suivent et respectent les rites du continent, comme la dot, le mariage ou encore le deuil. En fait, la concurrence est telle que il faut se démarquer. Il y a les Hollandais, les Britanniques et les Suisses aussi rentrent dans le marché. Et ce qu'ils font, je suis partie me chercher un pagne même, c'est qu'ils signent, vous voyez, les pagnes sont signés, il y a écrit quoi même? Super Deluxe Wax Original. Et en fait, en fonction de ce qu'ils mettent au rebord des pagnes, on sait si c'est un pagne hollandais, britannique ou suisse. Là, on est en 1930. Des femmes émergent, importent, stockent et commercialisent les wax. Celles qui s'appellent elles-mêmes les Nana Benz vont entrer en jeu. Et Nana, parce que c'est des femmes, Benz, parce que tellement elles vendaient des wax, elles avaient les moyens de pouvoir s'acheter des Mercedes-Benz. Et les Nana Benz viennent principalement du Togo. C'est les Nana Benz qui expliquent aux Hollandais, ok, on veut des tissus comme ça, on veut des tissus qui disent telle chose, on veut des tissus qui... Souvent, il y a des messages sur les pagnes. Certains tissus disent que je sais que tu as les yeux sur mon mari. Certains tissus disent que je suis peut-être en deuil. Certains tissus... En fait, tous les tissus ont, tous non, parce qu'aujourd'hui c'est très esthétique, mais les tissus, en tout cas à l'époque, ça commence comme ça. Il y a des messages. On parle souvent de l'Afrique comme étant une société patriarcale, etc. Oui, c'est aussi vrai, mais le continent africain est aussi et beaucoup matriarcal. Le centre de la famille, c'est souvent la femme. Donc oui, le père, l'homme va travailler, la mère s'occupe de ses enfants, mais elle bosse aussi. Les Nanaben sont un symbole de réussite, d'entrepreneuriat, de commercialisation folle dans les années de l'indépendance. Le Togo a son indépendance en 1960, donc tout ça, ça a lieu juste avant les années de l'indépendance. Donc on parle d'années 40, 50 et 60. Elles sont aussi très connues pour leurs messages politiques sur leur pagne, notamment le «Mon mari est capable». Donc ça, c'est des petits clins d'œil des Nana Benz. Nana Benz. Il y a un documentaire sur Arte sur les Nana Benz. Je le mettrai en barre d'infos. Ouais, en barre de description ou des commentaires, qui est intéressant. Franchement, c'était des avant-gardistes quand même, elles avaient l'œil et l'entrepreneuriat surtout. Je parlais du matriarcat, les femmes en Afrique sont d'une créativité, sont d'une audace, sont d'une... Et ça fait que ça pousse les limites en fait. On va pas rester dans la difficulté, on va pas rester dans le non, on va pas accepter le non, on va aller chercher, on va faire et on va avancer. C'est ce qu'elles ont fait et ça a fonctionné pendant très longtemps. Elles allaient conseiller les politiques de leur pays parce que l'argent, c'est aussi le pouvoir. Donc, elles avaient vraiment leur mot à dire et elles étaient très militantes aussi à la condition des femmes. Donc, elles aidaient beaucoup les femmes et la condition des femmes au Togo dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Le déclin des nanawax arrive en 90, dans les années 90. La concurrence asiatique, pays émergents, folle de l'époque. Bon, de l'époque. Aujourd'hui, ils sont numéro 1, numéro 2 mondial, la Chine.
En tout cas, la concurrence asiatique, mais plutôt chinoise, arrive avec des copies de ces wax et donc ça va faire souffrir leur commerce. Et du coup, elles perdent le monopole et les prix sont moins concurrentiels. Donc c'est à partir des années 90 où un déclin va arriver, un déclin qui va mener à leur perte de monopole sur le marché. Et je pense que c'est ici que je vais arrêter la vidéo en 90 parce que c'était vraiment la genèse et la naissance du tissu que je voulais évoquer. J'espère que ça vous aura intéressé. Bisous là-bas si vous êtes toujours là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bye.